Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois, les racines de l'Europe sont-elles chrétiennes? Alors rappelez-vous, la volonté d'inscrire la référence chrétienne dans le préambule de la Constitution européenne avait provoqué un violent débat. Une dimension pourtant difficile à nier, car le christianisme a bel et bien façonné le continent européen, lui donnant son unité. Mais comme le rappelle sa devise, unir dans la diversité, car l'Europe continue d'évoluer et de s'élargir à d'autres peuples. Alors, ces valeurs chrétiennes sont-elles toujours d'actualité? Voici le sommaire. Prenons d'abord le pouls de la population bruxelloise sur la question des racines chrétiennes de l'Europe. Ensuite, un petit rappel historique de la construction européenne. Puis direction le Parlementarium, le centre des visiteurs du Parlement européen. Et enfin, la séquence de page en page avec un dictionnaire pas comme les autres. David Engels, Jean-Pierre Delville, bonjour. Bonjour. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, David Engels, vous êtes professeur d'histoire romaine à la faculté de philosophie et lettres de l'ULB. Et vous, Jean-Pierre Delville, vous êtes professeur d'histoire de l'Église à la faculté de théologie de l'UCL. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Corinne, que nous proposez-vous? Eh bien maintenant, direction Bruxelles, le cœur de l'Union européenne. L'Europe a-t-elle des racines chrétiennes? Les personnes interviewées par notre journaliste en ont une petite idée. Selon vous, est-ce qu'il y a des racines chrétiennes dans l'Union européenne? Forcément, vu que quand on retourne dans l'histoire avant, on était tous chrétiens et c'est parti de là, je pense. On ne peut pas dire que ce sont les athées qui ont créé l'Union européenne. Là, ce serait un peu mal fait parce qu'on a quand même les valeurs chrétiennes également avec l'histoire. On a 2 millions d'histoires chrétiennes, on ne peut pas le négliger. Non, pas forcément. C'est plutôt des origines économiques. On n'arrête pas de s'agrandir, même malgré les difficultés, on essaye d'aider les autres. Je sais pas, je pense qu'il y a une entraide, alors il y a un intérêt personnel aussi de chacun, mais je pense qu'au final, c'est aussi pour apporter une espèce de force à tout le monde. Et donc à partir de là, ouais, c'est un des principes de la chrétienté, je pense. Est-ce que selon vous, il y a un héritage chrétien, un patrimoine culturel chrétien en Europe? Oui, je pense. Et je pense que ça serait peut-être bien d'essayer de le conserver un petit moment. Oui. C'est-à-dire? Il y a beaucoup de choses que l'on enlève. Récemment, les noms des vacances scolaires qui passent de vacances de Pâques à vacances de printemps ou autres. Je pense que c'est quand même dans notre culture ici en Europe et principalement ici en Belgique, comme je parle. C'est peut-être bien de garder cette petite culture qui fait un petit peu nos bases. Est-ce que selon vous, l'Union européenne a des racines chrétiennes? Oui, je pense. Il y en a, puisque dans le traité de Lisbonne, lorsqu'on a rédigé le traité de Lisbonne, ça a été un des gros sujets de discussion entre les États membres. Je pense que c'est comme au départ une union économique et pas politique ni religieuse, donc je dirais qu'en principe non. Et l'Union européenne pour vous un héritage chrétien? En tant qu'institution? Non. Les institutions européennes ont été créées par les 6 États qui avaient la religion catholique en général dans leur constitution et compagnie. Donc implicitement, il y avait un lien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste qu'un petit peu moins. Puisque tout ça, on va vers des États laïques, les mentalités évoluent. Peut-être qu'avec le nouveau pape, ça va changer. Alors, est-ce que vous vous retrouvez tous les deux dans ce qu'on vient d'entendre par rapport à ce micro-trottoir? Est-ce que vous dites, tiens, oui, ça correspond à la réalité? David Engels. Oui, je trouve ces témoignages très intéressants et surtout très intéressant de voir quand même que pour une majorité, visiblement, des interviewés, le christianisme semble encore une valeur très importante pour l'Union européenne. On peut douter néanmoins si les institutions et si l'establishment politiquement correct de nos jours seraient du même avis ou préféraient plutôt, comme on a généralement l'impression, plutôt mettre en avant des intérêts soit purement économiques ou alors soit des bases, des valeurs fondées sur des bases purement universalistes qui seraient acceptables par le monde entier et pas seulement par l'Union européenne. Jean-Pierre Delville. C'est vrai, certainement aussi qu'il faut distinguer entre les racines de l'Europe au Moyen-Âge et les racines de l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même deux choses assez différentes. Vous pouvez expliquer? Oui, parce que je dirais que je pense qu'au niveau du Moyen-Âge, il y a un énorme mouvement culturel qui s'est formé. À la chute de l'Empire romain au IVe, Ve siècle,
lorsque l'Empire a été envahi, entre guillemets, imprégné même par d'innombrables autres nationalités, et en particulier germaniques. Et personnellement, je pense que la nouvelle culture qui s'est formée de contact entre la culture latine et la culture germanique a été cimentée par le christianisme. Deux cultures antagonistes qui ont été cimentées par une foi commune. Et donc je pense que la culture européenne a des racines chrétiennes extrêmement fortes, spécialement au Haut Moyen-Âge, à l'époque mérovingienne. Et l'héritier premier de cela, c'est Charlemagne, qu'on appelait père de l'Europe de son temps. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est l'Union européenne. Là, je pense que c'est plus différent, c'est plus disparate, c'est une plus grande pluralité. Mais il est vrai que dans les pères fondateurs de l'Union européenne, il y avait des gens d'inspiration chrétienne extrêmement nette, qui avaient un idéal de réconciliation particulièrement clair pour eux, à leurs yeux. Je pense à Robert Schuman, je pense à Adenauer ou à Alcide de Gasperi. Ce sont des gens qui avaient une volonté de réconciliation inspirée par leur propre foi. Vous faites aussi, vous, David Engels, cette différence entre les valeurs de l'Union européenne par rapport aux valeurs chrétiennes de l'Europe au Moyen-Âge, telles que Jean-Pierre Delville vient de les présenter? Oui, tout à fait. Moi, il me semble que c'est souvent erroné de donner l'impression, qu'on peut le lire généralement, que l'Union européenne serait quelque chose d'absolument nouveau, qui n'aurait aucun fondement déjà dans l'histoire. Justement, M. Delville avait mentionné l'Empire carolingien, l'unité de la foi qui règne au Moyen-Âge. On pourrait encore y ajouter l'Empire de Charles Quint, la Sainte-Alliance, les tentatives napoléoniennes d'établir une hégémonie évidemment française sur l'Europe, idem aussi pour les guerres mondiales et l'Allemagne. Et donc au fond, l'Union européenne n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau, mais s'inscrit dans une grande lignée de tentatives d'unification de notre continent. Et donc la tentative actuelle de faire cela en essayant d'éviter autant que possible des références à notre culture qui nous unit tous, dont le christianisme fait vraiment partie intégrante, sont à mon avis vouées à la longue à l'échec, parce que les citoyens ne se retrouvent pas là-dedans, ils ne retrouvent pas là-dedans les valeurs dans lesquelles ils ont été éduqués, ou en tout cas qui permettent encore toute notre société. Quelles sont ces valeurs européennes alors? S'il y a des valeurs européennes, spécifiquement européennes, quelles seraient-elles? Jean-Pierre, puis je donnerai la parole à David. On se bat un petit peu pour différencier les valeurs européennes des autres valeurs. On m'a dit un jour, tu dois faire venir un conférencier asiatique. Et lui te montrera quelles sont les valeurs européennes. Parce que de l'Asie, on voit la différence. De l'Europe, on ne voit pas nécessairement l'originalité face, par exemple, que sais-je, à une culture américaine ou latino-américaine ou même africaine. Il y a des ressemblances nombreuses. Mais je pense que certainement une intégration des pluralités et une rencontre de la pluralité des cultures dans un type de diversité, mais comprenant la rencontre, est totalement essentiel à la culture européenne. C'est absolument fondamental. Le nombre de langues qui sont pratiquées à l'Union européenne, dans le Parlement ou dans d'autres institutions, le montre bien, et un certain respect des patrimoines des différentes cultures européennes qui est à l'honneur aujourd'hui, montre bien que cette diversité et cette rencontre est une chose importante dans la culture européenne. Oui. David, vous, c'est certainement tout à fait correct pour le monde dans lequel on vit actuellement. Néanmoins, je crois qu'il faut aussi avoir une perspective historique sur les valeurs européennes qui changent au fur et à mesure des siècles et qui ne sont pas les mêmes au Moyen-Âge ou plus tard. Il y a d'ailleurs non pas seulement un christianisme, mais au fond presque un christianisme pour chaque étape historique différente. Et moi, j'ai essayé justement dans un livre récent que je vais publier qui s'appelle Le Déclin, de montrer les analogies au fond qui peuvent exister entre les valeurs actuelles de l'Union européenne et cette crise des valeurs de l'identité actuelle de l'Union européenne et de celle de la fin de la République romaine, qui elle aussi connaît un changement de paradigme qui va d'une société plus traditionnaliste avec des valeurs plus ancestrales, archaïques, fondamentalement enracinées dans la religion païenne traditionnelle, vers une société plus ouverte, plus universaliste, plus ouverte aussi vers l'extérieur, hellénisée, mais aussi d'autres peuples, qui souffrent aussi de cette ouverture et de ce manque d'identité qui semble se cristalliser et qui, à la fin de cette crise, que je vois très analogue aux décennies qu'on vit maintenant, va de nouveau se refermer, se restructurer autour d'un retour aux sources, avec aussi un régime autoritaire qui sera l'exposant principal. Et il me semble que nous vivons
dans une situation analogue pour le moment et que cette crise des valeurs, donc cette question que nous nous posons tous aussi, valeurs traditionnelles, valeurs universalistes, sont assez bien reflétées dans ces événements historiques et peuvent être mieux comprises aussi par cette analogie-là. Eh bien, peut-être que pour comprendre ces crises, il est bon de retrouver les fondements de l'Union européenne. Alors, Corinne ? Mais oui, maintenant, nous vous proposons un petit rappel tout en images. Avant la fin de la Première Guerre mondiale, déjà tout un mouvement pacifiste avait voulu rapprocher les peuples européens. Dans ce reportage, nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale et il est temps de construire l'Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, l'Europe est un tas de ruines. Plus de 60 millions de personnes ont trouvé la mort dans ce conflit terrible du XXe siècle. Pour les rescapés, c'en est assez. Il faut la paix. Mais comment faire pour que vainqueurs et vaincus cohabitent et vivent définitivement en paix en Europe ? Une poignée d'hommes influents et visionnaires décide alors de lancer les États-Unis d'Europe. Ils travaillèrent ensemble vers un même idéal, une Europe pacifique, unie et prospère. Ce sont les pères de l'Europe. Mais commençons par le commencement. Avant l'Europe des 27, au tout début de la construction européenne. Nous sommes en 1950. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Dans une déclaration historique, datée du 9 mai 1950 et inspirée par Jean Monnet, le ministre français Robert Schuman suggère que la France et l'Allemagne travaillent ensemble pour produire du charbon et de l'acier. Des ressources stratégiques à l'époque. Les matériaux de la guerre se transformaient en instruments de réconciliation et de paix. Robert Schuman ne se contente pas d'unir deux grandes puissances. Le 18 avril 1951, le Benelux, l'Italie, la France et l'Allemagne signent le traité de Paris, instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce traité instaure un marché commun du charbon et de l'acier, supprimant les droits de douane et les restrictions quantitatives, entravant la libre circulation de ces marchandises. La gestion de la production de la communauté est placée sous le contrôle de la haute autorité, présidée par Jean Monnet. C'est la matrice de la communauté européenne. Les 6 pays ne s'arrêtent pas là. Ils veulent aller plus loin. Ils décident de mettre ensemble l'économie de leur pays dans un grand marché sans frontières. En dépit des hésitations et des craintes, la volonté l'emportera sur la routine. En 1957, le traité de Rome crée la communauté économique européenne. Il faut attendre 35 ans pour que les États membres signent en 1992 le traité de l'Union européenne dans la ville néerlandaise de Maastricht. Ce traité contient des innovations majeures et introduit le concept de la citoyenneté européenne. Afin de renforcer encore l'Union, en 2002, une monnaie unique, l'euro, voit le jour et remplace les monnaies nationales de 17 États membres. L'Union européenne est surtout l'histoire d'une remarquable réussite. En un peu plus d'un demi-siècle, l'Union a installé la paix entre ses membres, ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix en 2012. Le rêve des pères de l'Europe est devenu réalité. Alors, Jean-Pierre Delville, soyons un peu chauvins, est-ce que le Benelux est une forme embryonnaire de l'Union européenne ? Oui, certainement. C'était la première initiative, c'était ce rapprochement immédiatement après la guerre. Et puis, il faut dire que le Benelux ressuscite la Lotharingie du Moyen-Âge, qui était ce lieu de rencontre le plus précis entre les cultures germaniques et les cultures latines, là où les cultures se confrontaient l'une à l'autre, vous voyez ? Et au XVe siècle, sous les ducs de Bourgogne, c'était les Pays-Bas. Donc c'est une entité qui est toujours sous-jacente. Et à mon avis, c'est le berceau de l'Europe, parce que c'est le lieu où toujours sont en continuelle confrontation ces doubles cultures et toujours en situation de pluralité, si vous voulez, ce qui crée un effet en quelque sorte stimulant
pour la rencontre européenne. Donc je pense que ce n'est pas pour rien que Bruxelles est la capitale de l'Europe, ce n'est pas un hasard. Donc nous avons bien fait d'être chauvin quelques instants, donc si je comprends bien, oui, c'est sûr. La Belgique donc, a eu un rôle majeur dans cette construction européenne. C'est absolument sûr. Et Charlemagne, il a aussi son centre dans le Benelux, c'est à Herstal qu'il naît, c'est de là qu'il rayonne, c'est d'Aix-la-Chapelle. Ce sont donc des lieux extrêmement fondamentaux pour la naissance européenne. Et je crois que ce qui se passe ces jours-ci, la fameuse réconciliation là, entre Serbie et Kosovo, qui est un des résultats de l'Union européenne, c'est la confrontation entre un pays de tradition musulmane et un pays de tradition orthodoxe, a eu son berceau dans cette réconciliation entre germains et latins qui s'est faite au Benelux. Alors David Engels, avez-vous le sentiment que l'institution européenne actuelle correspond au rêve des pères de l'Europe ? Au rêve des pères de l'Europe peut-être, mais il faut voir aussi la situation historique dans les années 50, où il s'agissait surtout évidemment d'enlever aux différents pays les moyens de se faire la guerre mutuellement et aussi de se rapprocher mutuellement. Ça a été fait à la hâte, ça a été très fonctionnel évidemment, mais on voit les problèmes aujourd'hui qui apparaissent suite au manque de la volonté de construire aussi une identité culturelle commune et d'être solidaire par rapport à l'histoire. Quelque chose qui dans les années 1950 était évidemment impossible, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, on était en plein dans le débat sur le colonialisme, donc c'était assez normal qu'on essayait de fonder ce nouvel État, ou cette fédération qu'est l'Union européenne, sur des valeurs universalistes. C'est aujourd'hui qu'on remarque ce défaut de création qui fait qu'on vit dans une société où peu éprouvent véritablement une loyauté par rapport à l'Union européenne en tant qu'institution centrale, et ce qui explique aussi les nombreux débats dans les pays du Nord sur l'aide à accorder aux pays plus démunis dans l'Union européenne. Un débat qui ne se ferait presque jamais à l'intérieur d'un pays. Je veux dire, qui en France du Nord maintenant serait contre le fait de subventionner pour des régions sinistrées dans le Sud, mais c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur de l'Union européenne par manque de cohésion, de loyauté par rapport à l'ensemble, qui est donc un résultat de ce manque d'identité culturelle et de valeurs culturelles communes et explicitées. Alors Corinne, peut-être un autre reportage pour poursuivre notre magazine ? Mais oui, Philippe, connaissez-vous le Parlementarium ? Non, pas du tout. Eh bien, c'est un musée, en quelque sorte, qui accueille les visiteurs du Parlement européen. C'est une expérience ludique, éducative et interactive. Mais voyons cela en images. Pour découvrir les différents pays qui composent l'Europe, rien de tel qu'une petite balade au Parlementarium. Un centre de visiteurs en plein cœur du quartier européen à Bruxelles. Au total, 3000 m² pour un voyage virtuel et interactif, faisant découvrir les fondements de l'Union européenne, mais aussi ses élargissements successifs. De 6 États membres en 1951 à 27 depuis 2007, d'autres pays frappent encore et toujours à la porte de l'Union européenne. Parmi eux, la Turquie et la Croatie. Si le cas de la Turquie est polémique, la Croatie, elle, est en route pour devenir le 28e État membre de l'Union. Le thème des frontières de l'Union européenne est sensible. D'un point de vue géographique, l'Europe couvre tout un continent, de la Méditerranée au cercle polaire, de l'Atlantique jusqu'à l'Oral. Mais les pays membres de l'Union européenne, eux, sont réunis autour de valeurs et de racines communes, qui portent principalement l'empreinte du christianisme. Dès le départ, l'héritage chrétien était perçu comme essentiel par les pères fondateurs de l'Europe. Si la culture européenne plonge ses racines dans la civilisation gréco-romaine, c'est par le sceau du christianisme qu'elle a principalement été marquée pendant 2 millénaires. Un sceau qui représente aujourd'hui la spécificité de l'Europe. Unie dans la diversité, la devise de l'Union européenne. Mais jusqu'où pousser cette diversité ? L'extension de l'Union comporte un risque inquiétant. Faire de l'Europe un grand melting pot sans identité définie, sans oublier la menace de voir disparaître les racines chrétiennes du vieux continent.
Alors que l'Europe continue de s'agrandir, n'assistons-nous aujourd'hui à une forme d'euroscepticisme, David Engels? Oui, certainement, l'euroscepticisme est très répandu et je dirais à juste titre, attention, moi je suis vraiment extrêmement europhile, moi je serais plutôt d'avis qu'il faut donner beaucoup plus de puissance encore et de pouvoir à l'Union européenne et contribuer aussi à une plus grande centralisation, mais l'Union européenne dans laquelle nous vivons actuellement donne effectivement lieu à un euroscepticisme tout à fait fondé par son manque de valeurs fondamentales communes. À force de vouloir construire une union qui pourrait presque servir de modèle aux Nations Unies, on abandonne nos propres valeurs et on rend aussi très difficile le débat sur l'adhésion d'autres États à l'Union européenne. Et on vit dans un genre d'hypocrisie assez désagréable au fond pour tout le monde, à la fois pour ceux qui doivent le subir, des pays membres ou des pays candidats comme la Turquie par exemple, d'un côté, et puis d'un autre côté, évidemment, les responsables de l'Union européenne qui n'ont pas les moyens à leur disposition pour pouvoir trancher ce genre de décision. Alors Jean-Pierre, comment redonner confiance aux Européens par rapport à cette Union européenne qui continue de s'agrandir, dans la diversité justement? C'est vrai. Moi je crois que les chrétiens ont un rôle très important pour cette notion des valeurs qui doivent être développées. Il faut une espérance pour l'Europe. Il faut une fidélité à la parole donnée. C'est une qualité de l'Européen qui est souvent reconnue. Et je pense qu'il faut aussi se rappeler que depuis Vatican II, en tout cas, pour les chrétiens catholiques, le dialogue est une ligne fondamentale. Donc être chrétien aujourd'hui, c'est aussi être en dialogue, par exemple, avec d'autres confessions, que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam, ou encore la laïcité. Donc il est important et fondamental que le chrétien trouve dans ses racines une source d'espérance, de valeurs pour l'Europe, et spécialement les valeurs de solidarité et de réconciliation, mais qu'il puisse les mettre en valeur, si vous voulez, dans une attitude de dialogue et pas dans une attitude de monopole. Mais là, je crois qu'il y a une mission. On ne peut pas simplement se dire « c'est pas notre affaire ». Moi, je pense que c'est notre affaire. C'est un nouveau contexte où la foi chrétienne trouve un laboratoire qui nous est envié par le monde entier, il faut le savoir. Mais donc que, comme dit très bien ici mon collègue, on ne peut pas laisser moisir dans une espèce de flou artistique. Il y a un appel qui nous est adressé, je pense. En tout cas, merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir les enjeux actuels de l'Union européenne et aussi ses fondements historiques. Alors Corinne, avec quoi poursuivons-nous notre magazine? Bien Philippe, il y a des livres que j'adore et ce sont les dictionnaires. Alors feuilleter des pages entières de mots nouveaux, inconnus, m'amuse beaucoup. C'est pourquoi je vous propose ce dictionnaire passionnant qui vous entraîne lui aussi dans les racines chrétiennes de l'Europe. C'est avec rigueur, mais surtout avec humour et fantaisie que François-Xavier Nève, professeur de linguistique à l'Université de Liège, nous offre ce dictionnaire passionné des racines chrétiennes de l'Europe. Une volonté de remettre du sens à ces termes de la tradition chrétienne qui ont construit notre patrimoine européen. Deux exemples pour vous donner le goût d'ouvrir encore et encore ce dictionnaire pas comme les autres. Tout d'abord, cocogne, un mot bien liégeois. Ce sont des œufs de Pâques que l'on fait cocogner les uns contre les autres. Autrement dit, se cogner. Celui qui brise l'œuf de son adversaire a gagné le jeu. Mais aussi plus sérieusement, agneau mystique. Pas inutile de rappeler que ce tableau célèbre d'un mouton égorgé qui laisse couler son sang est l'allégorie de Jésus offrant sa vie pour les hommes. Ceci est mon sang, dira-t-il. L'admettre ou non sera affaire de foi. François-Xavier Nève, lui, nous parle d'histoire, de culture, de patrimoine et surtout, il nous donne envie d'en savoir plus. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci de nous avoir accompagnés. Si vous souhaitez revoir ces magazines, il vous est possible de le faire en allant sur notre site www.infocato.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.